Bonjour, bienvenue à ce autre numéro Amdisla Minutes of Learning. Cette vidéo se veut la suite de la vidéo précédente qui portait sur les étapes pour créer une échelle de mesure. Dans cette vidéo, nous voulons nous focaliser spécifiquement sur l'importance des échelles de mesure. Et vous allez remarquer un code QR sur l'écran. Voilà, donc si vous utilisez votre ordinateur pour voir cette vidéo, vous pouvez scanner cela avec votre téléphone et cela va vous conduire sur une page. C'est un questionnaire pour tester votre potentiel en entrepreneuriat. Nous y reviendrons. Voilà, donc prenez le soin de vraiment écouter, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car voilà, nous y reviendrons sur ce QR. Et si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez regarder en description de cette vidéo et en commentaire, vous verrez le lien pour prendre ce questionnaire. Nous vous en dirons plus dans les minutes qui suivent. Donc, la dernière fois, nous avons dit que voilà, les échelles de mesure c'est un sujet en fait fascinant et essentiel pour les chercheurs, que ce soit dans les sciences sociales ou même dans la médecine, etc. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance des échelles de mesure. Mais avant de parler de l'importance, nous voulons rappeler brièvement les points qui ont été mentionnés dans la vidéo précédente. Donc, quelles sont les étapes pour créer une échelle de mesure? Donc, nous avons dit que la première étape, c'est de définir le contexte, le concept qu'on veut mesurer. Donc, dans l'exemple qui vous sera montré également aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parcourir en fait tous ces éléments-là. Sinon, la plupart de ces éléments. Donc, la définition du concept à mesurer, c'est la première étape. Ensuite, il faut élaborer un ensemble d'items. Et les items en d'autres termes sont des questions qui vont nous permettre de mesurer le concept qu'on veut mesurer. Voilà, il faut faire le pré-test de l'échelle, voilà, qui est l'ensemble des items. Il faut faire l'analyse factorielle en quatrième position. Et après, il faut élaborer l'échelle finale. Voilà, donc on pré-teste l'échelle et en faisant l'analyse factorielle et ensuite, cela nous permet d'élaborer l'échelle finale. Et pour finir, il faut faire une évaluation de la validité, de la fiabilité de l'échelle. Donc, avant de passer à l'exemple, donc on a dit le point de cette vidéo, c'est de parler un peu de l'importance. Donc, sachez que développer une échelle est crucial en fait. Voilà, pour les chercheurs qui sont dans les sciences sociales, c'est vraiment crucial. Donc, ça vous permet par exemple d'être précis dans la mesure. Donc, une échelle qui est bien développée, par exemple, garantit que les concepts mesurés sont capturés de manière précise et fiable. Donc, cela est vraiment essentiel pour produire des résultats de recherche valides et dignes de confiance. Donc, c'est déjà une importance, en fait. Donc, si vous êtes dans les sciences sociales, dans bien des cas, vous serez amené, en fait, à mesurer des concepts qui, sont latents, n'est-ce pas, qui ne sont pas observables. Voilà, donc il faut passer par une échelle. Donc, une autre importance de savoir développer une échelle, c'est la cohérence. Donc, on va savoir que les échelles standardisées permettent une mesure cohérente à travers différentes études et populations. Donc, une échelle qui est bien mesurée, en fait, lorsque vous prenez cette échelle pour mesurer, voilà, une population, dans une population peut-être d'hommes ou de femmes, vous allez voir que c'est homogène. C'est comme, imaginez un peu, vous voulez vous peser, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes sur la Terre, n'est-ce pas? On connaît le centre de la masse de gravité, n'est-ce pas, sur la Terre. Si vous vous pesez sur la Terre d'une balance, si la balance est bien calibrée, que vous vous pesez, par exemple, en Côte d'Ivoire ou vous vous pesez en France, votre poids sera le même, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu l'idée des échelles et mesures qu'elle a, en fait, n'est-ce pas? Donc, on veut arriver à capter, en fait, ou à mesurer un concept qui est latent. N'est-ce pas? Donc, on développe cette échelle-là qui va nous permettre de mesurer ce que c'est. Par exemple, si on veut mesurer le bonheur, qu'on arrive à développer une échelle qui permet de mesurer le bonheur, que vous soyez en Côte d'Ivoire, quand vous prenez ce questionnaire, ou que vous soyez en France, en fait, si votre niveau réel de bonheur est le même, n'est-ce pas? Donc, vous devez aussi avoir le même résultat avec cette échelle. Donc, une bonne échelle vous permet une cohérence. Voilà, donc cette cohérence est vraiment vitale. Voilà, si vous voulez comparer les résultats et tirer des conclusions généralisables, c'est très important. Une échelle bien développée également vous permet la validité, la fiabilité. Donc, lorsque les échelles sont correctement développées, voilà, cela permet en fait cela permet de mesurer en fait ce qu'on veut, on est censé mesurer en fait, n'est-ce pas? Ces échelles vont mesurer ce qu'elles sont censées mesurer et en même temps vont produire des résultats cohérents dans le temps.
Donc, cela renforce la crédibilité de votre recherche. Et aussi, faut savoir aussi que les logiciels de haute qualité contribuent à la collecte de données de haute qualité, n'est-ce pas? Donc, en anglais, on dit garbage in, garbage out. Ça veut dire si, voilà, ce que vous mettez des déchets à l'intérieur, vous aurez des déchets à la sortie, n'est-ce pas? Donc, les logiciels de haute qualité contribuent à la collecte de données de haute qualité. Donc, et qui parle de données de haute qualité parle de base, en fait, d'une recherche solide. Donc, et les échelles mal développées, bien entendu, vont conduit à des données inexactes et à des conclusions qui seront erronées. Voilà, donc aussi, développer des bonnes échelles par les échelles qui sont bien développées permettent de tester des méthodes théoriques et des hypothèses, n'est-ce pas? Donc, une mesure précise est essentielle pour tester et affiner les théories, que ce soit dans les sciences sociales ou dans la médecine, par exemple. Donc voilà, ici, vraiment quelques éléments voilà, pourquoi est-ce que c'est important, en fait, de pouvoir développer des échelles vraiment fiables et valides. Voilà, donc nous allons vous présenter un exemple qui est basé sur l'entrepreneuriat. Nous avons pris ce sujet, voilà, puisque nous savons que la plupart de ceux qui nous suivent sont en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général. Donc, et nous savons qu'il y a aujourd'hui cette montée de l'entrepreneuriat, par exemple, dans nos milieux. Et voilà, donc, et à MDC Lab, nous disons tout le temps que, voilà, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche, n'est-ce pas? Donc, non seulement on essaie de produire de la recherche de pointe, mais on essaie aussi d'équiper des chercheurs comme vous à produire des recherches de qualité. Donc, cet exemple, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez combiner la créativité dans la recherche et pouvoir résoudre, en fait, des problèmes qui sont clés à notre société. Donc, d'où cet exemple qui est porté sur l'entrepreneuriat. Donc, cette étude, par exemple, vise voilà, étudier un peu l'intention entrepreneuriale chez les étudiants en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu un exemple qui vous sera montré. Donc, supposons que l'objectif de cette étude, c'était d'étudier, sinon l'objectif de cette étude, c'était d'étudier en fait l'intention entrepreneuriale chez des étudiants d'une certaine école supérieure en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une étude qui a été faite. Donc, le but était d'étudier en fait l'intention entrepreneuriale chez les étudiants d'une certaine école supérieure à Abidjan, en Côte d'Ivoire, voilà. Et donc, voilà, donc déjà, étant donné le logique de l'étude, en fait, ici, on va se dire, bon, on voit intention entrepreneuriale, donc c'est peut-être notre variable principale. Maintenant, comment est-ce que, donc, on se pose en même temps des questions, n'est-ce pas? Intention entrepreneuriale, comment est-ce que je peux savoir, il voit une personne lambda, n'est-ce pas? Comment il peut savoir son intention entrepreneuriale? Donc, on va voir que c'est une variable qui peut-être n'est pas observée à l'œil nu. Peut-être on peut peut-être regarder peut-être voilà, on peut regarder certains attributs, peut-être pour pouvoir peut-être, est-ce que cette personne a une intention entrepreneuriale ou pas, n'est-ce pas? Mais c'est pas une variable qu'on peut quantifier comme peut-être ou à l'œil nu, par exemple, comme le poids et tout. Donc, c'est l'objectif de cette étude, en fait. Donc, voici un peu, déjà, on peut voir que l'intention entrepreneuriale, c'est quelque chose qu'on doit mesurer. Quelque chose qu'on doit mesurer. Donc, pour commencer cette étude, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est, on a commencé avec une hypothèse, n'est-ce pas? Donc, on a essayé de commencer avec un modèle qui est adapté de la théorie du comportement planifié d'Azen 1991. Donc, cette théorie, en fait, stipule que toute intention est influencée par trois éléments. Il y a il y a les attitudes, n'est-ce pas? Donc, l'attitude par là, voyez croyances, valeurs, n'est-ce pas? Et c'est aussi influencé, une intention, en fait, est influencée aussi par les normes subjectives, c'est-à-dire les croyances normatives, la volonté de se conformer au groupe, etc. Et c'est aussi influencé par la perception de contrôle, c'est-à-dire l'efficacité personnelle, les facteurs externes. Donc, la théorie comportement planifié, en fait, est un modèle psychologique qui cherche à expliquer les comportements humains. Donc, c'était développé, comme je le disais tantôt, par Hazen. Je pense que la première version a été développée en 85 et puis ça a été révisé en 91. Voilà. Donc, selon cette théorie, en fait, comme je le disais tantôt, le comportement d'une personne est directement influencé par son intention de réaliser ce comportement. Voilà, donc cette intention est elle-même déterminée par trois facteurs, comme je le disais, attitude. Donc, encore une fois de plus, c'est la perception positive ou négative qu'une personne a vis-à-vis du comportement en question. Il y a les normes subjectives, ce sont les pressions sociales perçues par l'individu, c'est-à-dire ce que les autres pensent qu'il devrait faire, n'est-ce pas? Ce sont les normes subjectives. Donc, le contrôle, voilà, la perception du contrôle, en fait. Donc, c'est la perception
qu'a l'individu de sa capacité à réaliser le comportement. Et vous voyez donc ici, vous allez vous remarquer, comme on a dit, c'est un modèle adapté qu'on a utilisé. Vu qu'on teste, on veut se focaliser sur l'intention. On n'est même pas encore sur le volet comportement. Est-ce que les gens ont entrepris vraiment? On veut se focaliser sur l'intention entrepreneuriale. Pas sur, donc, en principe, ce modèle, si vous regardez le modèle de Hazen, vous allez voir qu'il y a une autre variable latente qui sera le comportement, en fait, pour voir si ça a été vraiment réalisé. Donc, ici, donc, d'où le modèle adapté. Voilà, donc ici également, en présentant cet exemple pour vous montrer un peu comment est-ce que les essais de mesure marchent, c'est en même temps pour essayer de vous aider aussi à pousser ou votre créativité en fait de la recherche. En fait, la recherche, voilà, c'est de l'art, c'est aussi de la science, n'est-ce pas? Donc, on peut y introduire beaucoup de créativité. C'est la science, c'est aussi de l'art, donc on peut y introduire beaucoup de créativité. Donc ici, en regardant un tel modèle, on pense en même temps à une analyse factorielle du second ordre, n'est-ce pas? Donc, pourquoi second ordre? On va voir que la variable intention entrepreneuriale elle-même est une variable latente qu'on doit chercher à comprendre. Donc, on peut avoir des items. Ici, j'ai juste des exemples de 3 items, mais ça peut être plus de 3 items. Mais on a des items, en fait, qui vont nous permettre de comprendre, en fait, si quelqu'un a une intention entrepreneuriale ou non. Donc, la variable intention entrepreneuriale est une variable latente elle-même, n'est-ce pas? Et aussi, quand on regarde l'attitude également, c'est une variable latente, norme subjective, perception de construction des variables latentes. Et qui sont eux aussi, on pourra les comprendre, en fait, en observant certains items, en fait, n'est-ce pas? Donc, d'où le second ordre, en fait. Ce n'est pas que on veut juste utiliser les variables observées pour essayer de comprendre l'intention entrepreneuriale, mais les variables qu'on veut utiliser, en fait, sont des variables latentes qui, elles aussi, sont expliquées par d'autres variables. Donc, il y a 2 niveaux ici, donc 2 ordres. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'elle a. Donc, pour tester un tel modèle, par exemple, vu que c'est second ordre, on va voir que ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. La taille de l'échantillon doit être consistante, n'est-ce pas? Donc, étant donné que c'était une étude qui a été réalisée, comme on l'a dit, d'une certaine institution à Abidjan, donc on n'a pas forcément eu, voilà, on savait en fait quelles pourraient être les limitations, en fait, n'est-ce pas? Même si on avait peut-être toutes les personnes qui répondaient effectivement à ce questionnaire, on savait qu'on ne pourrait pas utiliser un tel modèle de second ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, c'est ici aussi l'important. En même temps qu'on parle de l'importance de l'échelle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de leçons que vous pouvez apprendre de cet exemple. Non seulement, voilà, ce que c'est que les échelles, comment les développer, mais vous allez aussi apprendre comment est-ce que vous pouvez aussi être créatif dans vos recherches. Donc, étant donné cela, donc ce on a décidé de faire, voilà, d'autres chercheurs pourront faire autrement. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'on détient toute la connaissance, mais on essaie de partager un peu comment est-ce qu'on essaie d'utiliser notre créativité pour pouvoir, voilà, résoudre ce problème, pour pouvoir tester notre hypothèse. Donc, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est une approche, en fait, voilà, de 4 analyses factorielles. Ici, c'était juste une analyse factorielle, une seule analyse factorielle, mais ce serait une analyse factorielle de second ordre. Ça allait demander une plus grande taille d'échantillon. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire 4 analyses factorielles, n'est-ce pas? Et pourquoi faire 4 analyses factorielles? Donc, on va revenir au pourquoi tout à l'heure, mais la première analyse factorielle, en fait, va nous permettre d'aboutir à, ça va contenir, en fait, c'est-à-dire, il y a 4 variables latentes, comme vous le voyez ici. Donc, chaque variable latente, en fait, on pourra faire une analyse unique avec chaque variable latente. Donc, on va voir qu'avec attitude, voilà, on aura un, un modèle, une analyse factorielle avec attitude, n'est-ce pas, avec des items. Bon, ici, on a mis 3, mais c'est pas que 3, ça peut être plus de 3. Voilà, donc le minimum généralement requis, c'est 3. Et donc, on ferait également notre modèle avec normes subjectives, un autre modèle avec perception de contrôle, et un autre modèle avec intention entrepreneuriale. Donc, le but, en fait, en faisant chaque modèle, c'est d'arriver à un facteur. C'est d'arriver à une note, en fait, observée. Par exemple, supposons qu'il y a 3 items ici et qu'on a pu tester dans le modèle d'analyse factorielle que c'est un modèle c'est une hypothèse qui est vérifiée. On peut créer un score pour l'attitude. C'est-à-dire, l'attitude ne sera plus une variable latente dans ce cas-ci, vu qu'on pourra prendre soit peut-être la moyenne, bon, c'est pas forcément une bonne pratique, mais on pourra utiliser la valeur composite, en fait, de ces items-là pour créer une note en ce qui concerne les attitudes. Imaginez un peu, il va être un peu simplifié pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Vous faites plusieurs devoirs, n'est-ce pas? On veut voir votre attitude en mathématiques. Vous faites plusieurs devoirs, des devoirs de niveau, vous faites des interrogations écrites, des interrogations orales, et puis à la fin, on prend tout ça pour créer une moyenne, une note. Bon, vous allez voir que peut-être les devoirs,
vu que les devoirs sont plus consistants que les quiz, peut-être les devoirs auront un grand coefficient, n'est-ce pas? Les quiz auront un petit coefficient, etc. Mais en fin de compte, c'est de prendre tout cela pour créer une moyenne pondérée. Donc, ça ne sera pas forcément que vous avez 5 notes, donc ça sera, la moyenne, c'est la somme divisée par 5. D'autres auront un coefficient peut-être que d'autres. Donc, avec l'analyse factorielle, en fait, on va voir que les items n'ont pas tous le même poids. Donc, il peut y avoir des poids différents. Donc, peu importe, on va utiliser la formule qui convient pour créer une note, qui sera la note d'aptitude. Ça veut dire que chaque personne qui aura répondu à ces 3 items, en fonction du modèle, n'est-ce pas, auront une note d'attitude, en fait. Donc, par exemple, supposons, je dis des choses comme ça, supposons que la note d'attitude va de 0 à 100. Quelqu'un aura une note de peut-être 79, l'autre aura une note de 55, en fonction de leur réponse aux items, en fait. Donc, c'était le but de faire 4 analyses factorielles ici. Donc, ce que vous avez remarqué, en fait, pour revenir sur les étapes, lorsqu'on voulait faire voilà, on avait notre objectif, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est de définir un peu quelles sont les variables à attendre. On a défini intention entrepreneuriale. Je pense qu'on va définir un peu plus même devant. Mais en ce qui concerne l'attitude, on a défini un peu, on a parlé de la perception positive négative qu'une personne a par rapport à l'entrepreneuriat. La norme subjective, c'est les pressions sociales perçues par l'individu en ce qui concerne son choix entrepreneurial, s'il décide d'aller dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, on a défini, on a essayé de... Et maintenant, on va passer maintenant aux items dont on a besoin. Donc, pour mesurer l'intention entrepreneuriale, il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas? Donc, comme on dit ici, c'est vraiment, pour moi, c'est des œuvres, en fait, ce n'est pas une boîte qu'on est en train de construire dans laquelle vous devez vous enfoncer. Ce n'est pas un carton, un box, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous montrer un peu, en train d'enseigner, vous aussi, vous puissiez penser hors du box. Voilà. En tant que chercheur. Donc, en ce qui concerne intention entrepreneuriale, on a utilisé 2 variables principales, 2 items, n'est-ce pas là? Le premier thème, bon, plus ou moins 2 items, mais voilà. Donc, on dit, bon, le premier thème, c'est une fois mes études terminées, vu qu'on a dit que l'étude s'est faite dans une institution universitaire en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, une fois mes études terminées, j'ai l'intention de créer ma propre entreprise. Donc, ce sont des questions de type Likert. Donc, la personne peut dire, je suis totalement, parfaitement d'accord. Je suis en accord, ni en désaccord. Je suis en désaccord ou je suis totalement en désaccord, n'est-ce pas? Donc, on a ça. Donc, une fois mes études terminées, j'ai l'intention de créer ma propre entreprise. Donc, avec cette variable, on s'est dit quoi? Si quelqu'un répond par l'affirmative, que ce soit je suis en accord ou totalement en accord, c'est deux degrés d'accord. Mais on s'est dit, bon, c'est 2 niveaux d'accord. On va attribuer ça à une intention. La personne a l'intention de vouloir entreprendre. N'est-ce pas? Si la personne dit je suis ni en accord ni en désaccord, on va considérer ça comme la personne n'a pas l'intention d'entreprendre. Et si la personne est en désaccord, bien entendu, la personne n'a pas l'intention d'entreprendre. Et là, le deuxième item, on sait pas juste si on se limite à là, c'est juste une seule variable. On peut faire une erreur, n'est-ce pas? Mais on s'est dit quoi? Donc, on a introduit un deuxième item qui dit je me lancerai dans l'entrepreneuriat seulement si je ne trouve pas d'emploi à la fin de mes études. Voilà, il y a une erreur, c'est de mes études, donc la personne devait répondre. Donc, on va voir que celui qui répond ici par d'accord, en accord ou totalement en accord, on va voir que cette personne peut-être peut penser avoir l'intention, mais on va voir que cette personne, en fait, n'est pas résolue, en fait. Cette personne voit l'entrepreneur comme une deuxième option, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on a pu classifier, en fait, ce qui a l'intention entrepreneuriale? Donc, c'était que la personne devait répondre tout à fait d'accord ou en accord. Et la deuxième question, la personne devait répondre non. Vu que la deuxième question, c'était une question oui ou non en d'autres thèmes. Voilà. Donc, je me lancerai dans l'entrepreneuriat seulement si je ne trouve pas d'emploi. Oui. Quelqu'un répond oui. On va voir qu'en répondant oui, en fait, la personne voit l'entrepreneuriat comme son second choix. Mais celui qui répond non, en fait, c'est la personne est déterminée, en fait. Et donc, quelqu'un qui répondait pas tout à fait en accord ou en accord au premier item et répondait non au deuxième item, la personne pourrait être classifiée comme ayant une intention entrepreneuriale. Donc, c'est cette manière, voilà, à notre avis créatif qu'on a utilisé pour classifier un peu. Mais on ne s'est pas juste arrêté là. Après, on est parti encore plus loin. On voulait valider un peu pour voir si la classification qu'on a faite avec certaines variables, en fait, peuvent aller dans le même sens, n'est-ce pas? Donc, on voulait voir si, qui était vraiment pour l'entrepreneuriat coûte que coûte. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est proposer des items, par exemple. Je choisirais l'entrepreneuriat même si j'ai un travail qui me paie
500 000 francs CFA par mois. Voilà, parce que souvent, on peut avoir la simple hypothèse qu'il n'y a pas forcément peut-être de l'emploi pour tout le monde. Donc, certaines personnes se disent, bon, ma seule option, c'est l'entrepreneuriat. Donc, vous voulez voir à quel degré, en fait, les personnes seront prêtes à toujours se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, et si le salaire était de 800 000 francs par mois? Et si le salaire était de 1 million? Et si le salaire était de 2 millions? Et si le salaire était de 5 millions? Et c'était un peu pour voir un peu quelle était la relation en ce que était classifié d'avoir une intention entrepreneuriale et puis comment est-ce qu'il répondait à ces questions en fait. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était pour nous permettre de valider en fait nos classifications. Donc après ça, donc ça c'était en ce qui concerne l'intention entrepreneuriale. Donc après, on devait maintenant regarder un peu les attitudes en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, on avait ici des items tels que être entrepreneur m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, ici, c'est pour voir un peu l'attitude, la disposition de la personne en ce qui concerne l'entrepreneuriat. L'item 2, c'était une carrière d'entrepreneur m'attire. Être entrepreneur m'apporterait une grande satisfaction. Et item 4, si j'en ai l'opportunité, les ressources, j'aimerais créer une entreprise. Item 5, parmi les différentes options, je préfère être entrepreneur. Item 6, je suis prêt à tout pour être entrepreneur. Donc ça, c'était pour essayer de mesurer. Donc on a commencé avec les six items, mais après le modèle, c'est clair que c'est pas forcément les six qui seront retenus. Mais on a commencé ainsi, étant donné la définition qu'on on a donné à à ce concept, n'est-ce pas, qu'on voulait mesurer quelle attitude. Voici comment est-ce qu'on a pu développer certains items. Et comme on l'a dit, tout a été adapté. Ce modèle a été adapté, en fait, du modèle de Azen 1991. En ce qui concerne les normes subjectives, on a eu quelques items. Ma famille veut que je devienne entrepreneur. Donc, c'est pour voir dans quelle mesure, en fait, si l'individu décidait de se lancer dans l'entrepreneuriat, cela serait supporté ou pas par sa famille, par son entourage, par sa communauté. L'item 2, c'est la plupart de mes amis travaillent pour eux-mêmes. L'item 3, c'est mes parents veulent que je travaille pour une organisation internationale. Item 4, mes parents me financeront pour démarrer ma propre entreprise. Item 5, depuis que je suis enfant, je vais devenir entrepreneur. Donc, cela nous permettrait, ces questions, on voulait voir dans quelle mesure ces items vont nous permettre de comprendre la norme subjective autour de chaque participant de cette recherche. Ensuite, on a essayé de valider cela, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on a essayé de valider cette variable latente principale? C'est que on a essayé d'examiner un peu les raisons de pourquoi est-ce que ces personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on a eu des items tels que l'entrepreneur aujourd'hui est la seule option pour réussir dans la vie. Mais pour voir dans quelle mesure ou pas certaines personnes se disent que c'est l'entrepreneur qui est seul. Peut-être leur raison d'entreprendre, c'est parce que selon eux, c'est la seule raison pour réussir. Ou l'option la plus simple pour moi serait de devenir entrepreneur. Donc, on voulait voir en fait si voilà, ces personnes voient l'entrepreneuriat comme le chemin le plus simple. Donc, désolé pour les erreurs de frappe. L'item 3, c'est devenir entrepreneur augmentera mon prestige social. Pour voir, en fait, si certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat juste pour un prestige social. L'item 4, je suis intéressé par l'entrepreneuriat parce que je veux être mon propre patron. Voilà, certaines personnes en aiment marre d'être contrôlées, d'être dirigées par d'autres et veulent vraiment s'auto-employer, être leur propre patron. Donc, l'item 5 ici, c'était devenir entrepreneur, mais dans la flexibilité de mon temps. Certaines personnes, leur motivation, c'est la flexibilité du temps. Et l'item 6, c'est devenir entrepreneur serait un défi personnel pour la croissance. Et item 7, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que je veux devenir financièrement indépendant, l'indépendance financière. Item 8, je m'intéresse à l'entrepreneuriat parce que je veux innover. Donc, c'était pour voir un peu, voilà, les prédispositions de ces individus-là en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes sont intéressées à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'on a fini avec cette deuxième, on a fini avec les normes subjectives, on est passé maintenant aux perceptions de contrôle. Donc, ici, c'était juste trois items. Voilà, c'est tout simplement l'item 1, c'était je sais comment faire un business plan, un plan de business. Voilà, parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la personne de contrôle a défini comme l'efficacité personnelle, n'est-ce pas? Parce que la personne se dit que j'ai les moyens à ma disposition pour devenir entrepreneur. Donc, l'item 2, c'est je sais tout ce qu'il faut savoir pour démarrer une entreprise. L'item 3, c'est je sais comment obtenir un prêt auprès des institutions financières pour démarrer une entreprise. Donc, comme on a dit, donc une fois qu'on a pu faire les modèles, on a pu faire les cas d'analyse factorielle, n'est-ce pas? On est arrivé à un score unique pour chacun. C'est-à-dire quoi? Dans la base de données, on aura, supposons qu'on a l'individu A aura une note qui est maintenant une note observable, n'est-ce pas, de l'attitude. Supposons que c'est un score de 70 par exemple, sur 100.
Il aura un score des normes subjectives, supposons que c'est 60 sur 100. Il aura une note de la perception de contrôle, supposons que c'est 40 sur 100. Il aura une note, il aura une valeur de l'intention entrepreneuriale. C'est soit oui, il veut entreprendre ou non. Donc, c'est une variable binaire, n'est-ce pas? Donc, on a l'attitude qui est X1, supposons X2, c'est normes subjectives, X3, c'est perception de contrôle, et puis Y, c'est notre variable intention entrepreneuriale. N'est-ce pas? Donc, c'est le désir de Adam de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est soit 0, 1. Donc, on a habitué à ce modèle. Donc, ce sera ici maintenant un modèle de, une analyse de régression logistique, n'est-ce pas? Donc, la probabilité que, en d'autres termes, quel est le log odd? Le log odd que quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, par Y, c'est 1. Donc, 1 ici, c'était intention entrepreneuriale. 0, c'était la personne n'a pas d'intention entrepreneuriale. Donc, quel est le log odd that quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat étant donné son niveau d'attitude? Normes subjectives et perception de contrôle. Donc, c'est ce modèle logistique qui a été testé. Donc, et pour nous permettre d'arriver en fait à la conclusion, pour voir est-ce que ce modèle proposé par Agent est vérifiable dans cette population de notre étude. Donc, voici un peu certaines étapes, en fait, comme vous l'avez vu, qui, voilà, pour essayer de développer une échelle de mesure pour répondre à une question de recherche. Donc, en tant que chercheur, voilà, vous savez, vous êtes, savoir vraiment développer une échelle de mesure est très important. Voilà, si vous êtes dans les sciences sociales, très important parce que vous serez amené plus ou moins à vouloir faire des recherches, n'est-ce pas, dont les variables ne sont pas observables. Voilà, ce sont les variables qui sont mesurables au travers d'autres variables. Et donc, voilà, donc je pense que c'est ce qu'on voulait montrer. Et comme je le disais tantôt, voilà, en début de vidéo, vous aviez remarqué un code QR sur l'écran. Donc, c'est le même code QR qui est là. Donc, ici, maintenant, on veut, voilà, vous aider. Voilà, en tant que non seulement chercheur, si vous êtes en Afrique, mais en même temps aussi, on veut vous aider, n'est-ce pas, dans vos recherches, mais on veut vous aider aussi pour ceux qui peut-être nous suivent et qui ont l'intention d'entreprendre ou se disent que éventuellement ils sont, si il y a l'opportunité, ils sont partants pour entreprendre parce qu'ils sont peut-être passionnés par l'innovation, voilà, il y a plusieurs raisons. Vous avez vu un peu dans cette vidéo. Donc, et nous avons créé ce test entrepreneurial qui va vous permettre d'évaluer votre potentiel. Donc, vous pouvez scanner ce code QR, cela va vous prendre, vous envoyer sur le questionnaire ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, rapidement, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ce questionnaire se présente. Voilà, donc, vous allez, quand vous venez, en fait, vous allez voir ce questionnaire. Donc, tout simplement, on explique un peu ici. Et cela vous donne des idées aussi. Si vous avez une échelle de mesure que vous voulez essayer de voilà, vous voulez collecter des réponses pour pouvoir tester une théorie, pour pouvoir voilà, mener une recherche. Donc, il y a la description. Donc, bienvenue à notre test entrepreneurial. Ce questionnaire est conçu pour vous aider à évaluer votre potentiel entrepreneurial et vos compétences clés. Pour chaque question, cochez la réponse qui vous ressemble le plus. Vous devez répondre à toutes les questions honnêtement pour que les résultats soient précis. Voilà, donc nous collectons votre email, n'est-ce pas, dans le seul but de vous envoyer un email contenant votre score ainsi que son interprétation détaillée. Merci pour votre compréhension. Donc, nous faisons cela, comme on a dit, c'est pour vous aider. AMD Lab, notre mission, c'est de transmettre votre travail de recherche. Donc, en faisant cela, il y a deux niveaux, c'est-à-dire, nous serons en mesure de tester, voilà, cette échelle sur une population en majorité africaine. Et dans un deuxième volet aussi, vous, intéressé par l'entrepreneuriat, nous allons vous faire parvenir votre score parce que, voilà, nous avons un modèle avec lequel nous allons tester cela et vous nous ferons parvenir votre score. Et ce score, en fait, va vous aider à, à mieux vous positionner, voilà, si vous voulez vraiment entreprendre. Voilà, donc c'est très important. Et entreprendre peut être aussi simple que, par exemple, lancer votre propre laboratoire. Si vous êtes peut-être un professeur, enseignant, vous êtes même doctorant, l'idée de vouloir lancer votre propre laboratoire plus tard, tout ça, c'est l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc, ces outils-là vont vous aider. Donc, et comme on a dit, on collecte l'email. Donc, ici, par exemple, je pense que la première partie ce sera votre email. Voilà. Si vous voulez que votre email qui est sur Gmail, par exemple, soit sauvegardé, voilà, vous allez cliquer sur là. Sinon, je pense que ça va vous demander d'entrer votre email. Donc, ici, on donne encore les instructions. Lisez chaque affirmation attentivement. Choisissez la réponse qui vous correspond le mieux.
et répondez à toutes les questions de façon honnête pour obtenir une validation précise de votre profil entrepreneurial. Donc, c'est très important, même en ce qui concerne tous les questionnaires. Sans une réponse correcte, en fait, ou honnête, voilà, on ne peut pas, voilà, non, cela introduit des biais, en fait, n'est-ce pas, dans la recherche. Donc, la première question, c'est je suis persévérant. Donc, il y a cinq éléments de réponse. Donc, c'est à vous de regarder votre propre personne. Est-ce que vous êtes une personne persévérante ou est-ce que peut-être vous êtes persévérant à certains domaines, ben, pas d'autres? Peut-être vous avez dit, bon, peut-être plutôt d'accord. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord parce que je peux voir des endroits où, par exemple, je ne suis pas persévérant. Donc, je peux aussi dire ni en désaccord ni en accord. Je pense que je suis persévérant, mais peut-être, je sais pas, à un degré, voilà, c'est pas 100%. Donc, je pense que je suis plutôt d'accord. Voilà, donc, et, alors, quand je m'intéresse à un projet, j'ai besoin de moins de sommeil. Voilà, donc est-ce que vous, quand vous avez un projet, vous voulez le finir coûte que coûte, et voilà, même si cela vous demande de vous priver du sommeil, n'est-ce pas? Donc vous allez également cocher, etc. Donc si je vais juste cocher pêle-mêle, voilà, ce ne sont pas mes réponses exactes. Voilà, je vais juste cocher pêle-mêle pour pouvoir vous montrer un peu comment cela se passe. Donc c'est juste 25 questions qui vont pas vous prendre assez de temps. L'idée, c'est de bien lire pour bien comprendre et de bien répondre. Voilà, parce que nous allons vous envoyer, comme on a dit, votre score. C'est pourquoi on demande votre email. Et cela va vous aider. Voilà, si vous avez, et c'est un questionnaire qui a été testé sur d'autres cieux et qui est vraiment euh, fiable, n'est-ce pas? Et nous voulons le tester, en fait, sur une population plus ou moins africaine. Donc, n'hésitez pas à vous personnellement remplir et aussi à partager au maximum. Voilà, passer au maximum parce que pour pouvoir bien calibrer chacune de ces questions, nous avons besoin de beaucoup de réponses. Donc ici, je juste coche pêle-mêle pour pouvoir vous montrer comment cela marche. OK, donc je soumets. Et quand vous allez soumettre, voilà, vous allez arriver à cette page. Donc vous allez remarquer, merci pour votre participation. Vous recevez un email contenant votre score ainsi que son interprétation détaillée. Donc ici, la source même de ce questionnaire, c'était adapté voilà, de cette source-là. Donc, et vous allez recevoir une copie également par mail. C'est la preuve que vous avez soumis. Donc, et chaque personne a droit à une seule soumission. Voilà. Je pense que les emails vont nous permettre également d'enlever les soumissions qui sont répliquées. Voilà, donc pourquoi est-ce que nous faisons cela? Comme on l'a dit, c'est de vous aider, n'est-ce pas? C'est de vous aider. Voilà, donc prenez ce test, partagez-le au maximum. Voilà, nous l'ouvrons pour une grande période pour vous permettre de vraiment remplir au maximum. Et votre score vous sera renvoyé dans 24 heures après avoir rempli ce questionnaire. Donc, mais déjà, retenez quelques points en ce qui concerne l'interprétation. Donc après, c'est tout, c'est comme un score, n'est-ce pas? C'est comme un test que vous prenez un examen. Donc, l'examen peut vous dire, par exemple, que vous avez une mention peut-être bien, assez bien, passable, mais après, ce n'est pas l'examen que vous définit, n'est-ce pas? C'est votre aptitude, c'est votre persistance, c'est tout ce qui va vous définir plus tard. Mais de façon basique, voici un peu des éléments d'interprétation de votre score. Donc, nous allons vous envoyer un email personnalisé, n'est-ce pas, avec votre propre interprétation. Mais de façon générale, lorsque vous avez un score entre 60 et 75, par exemple, donc, voilà, vous avez les caractéristiques d'un entrepreneur. Voilà, et vous pouvez vous lancer. Voilà, vous pouvez rédiger votre plan de business. Voilà. Et si vous avez un score 48 et 59, vous avez du potentiel. Voilà, mais voilà, vous devez pousser davantage. Voilà, vous pourriez améliorer vos compétences dans vos domaines les plus faibles et cela peut être accompli soit en vous améliorant dans ces domaines, soit en embauchant quelqu'un possédant ces compétences. Donc, c'est là que l'idée de co-founder, par exemple, peut survenir. Et si vous avez un score entre 37 et 47, voilà, vous, voilà, vous ne devez pas peut-être démarrer une entreprise seule. Voilà, vous devez absolument peut-être trouver un partenaire commercial qui puisse, voilà, vous compléter dans les domaines où vous êtes faible. Voilà, c'est important et un score en dessous de 37, voilà. Donc, le travail indépendant peut-être n'est pas, ou l'intention, se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas peut-être fait pour vous. Comme on l'a dit, vous peut-être serez peut-être plus heureux et plus réussi en travaillant pour quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est une décision que vous seul vous pouvez prendre. Mais comme je disais, ce sont comme les résultats d'un examen, en fait, n'est-ce pas? Vous avez, les examens disent vous avez la mention bien ou la mention passable, mais en vous-même, vous savez que, voilà, votre niveau, c'est pas un niveau passable, c'est un niveau peut-être élevé.
n'est-ce pas? Donc, vous vous donnez tous les moyens possibles pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est la même chose ici. Donc, c'était là un peu quelques, voilà, quelques notions, quelques points qu'on avait voulu partager avec vous. Nous espérons que, voilà, cette vidéo vous a, voilà, vous avez beaucoup appris. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions, préférablement par WhatsApp. Voilà, plus 225 07 67 25 23 15. Voilà, nous serons ravis de retourner votre message. Et voilà, donc, comme on le dit, Andy, c'est là notre mission, c'est de transformer le travail de la recherche de pointe. Donc, nous faisons nous-mêmes production de recherche de pointe, mais aussi en équipant des chercheurs comme vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas d'aimer et de partager afin que cela puisse atteindre plusieurs autres personnes. Merci, à très bientôt pour un prochain numéro de Andy, c'est la Ministre of Learning.